La parole est à Monsieur Gilles Lurton pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes donc réunis ce soir pour un exercice un peu formel mais incontournable en cette période de l'année, la deuxième lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2016. Puisque nous allons débattre des crédits destinés à financer notre système de santé, permettez-moi à mon tour, à la suite des événements récents, de rendre une nouvelle fois hommage à l'ensemble des professionnels de santé qui se relaient depuis 10 jours maintenant auprès de nos concitoyens blessés, victimes de la folie, victimes de la haine de ceux qui veulent détruire nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui veulent détruire notre République. Pour ceux qui souffrent de leurs blessures, le parcours sera long et je veux profiter de cette occasion pour les assurer de notre soutien et de notre affection. Dans cette épreuve, notre système de santé a encore une fois fait preuve de son efficacité. Sa pérennisation doit nécessairement passer par une vraie modernisation. C'est un défi qui nous engage tous. Je regrette que la commission mixte paritaire réunie à l'Assemblée nationale mardi dernier ait abouti à un échec. Je regrette qu'une fois encore, votre majorité s'apprête à balayer d'un revers de la main toutes les propositions du Sénat. À quelques nuances près, j'y reviendrai. Mais venons-en aux grands équilibres de ce texte, à ce que les Françaises et les Français doivent savoir sur l'état financier de leurs comptes sociaux. Un déficit de la sécurité sociale de 12,8 milliards d'euros cette année. Nous ne le contestons pas, des efforts ont été réalisés, mais nous voulons relativiser ce résultat. Nous voulons aussi vous alerter sur les risques que vous faites peser sur vos successeurs qui trouveront de bien mauvaises nouvelles cachées sous le tapis et seront dans l'obligation dès 2017 de redresser la situation. Pour ce qui est de l'équilibre général, la Cour des comptes le dit elle-même, rien ne bouge vraiment et la baisse du déficit ralentira encore très nettement en 2015. Le retour à l'équilibre que le gouvernement nous promettait rapide est repoussé au-delà de 2020 dans le meilleur des cas. Affirmer que le déficit de la branche maladie se réduit est une contre-vérité. Avec 7,5 milliards d'euros en 2015, il est plus important que les 7 milliards d'euros prévus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Je remarque simplement qu'il était de 5,9 milliards d'euros en 2012 et de 6,4 milliards d'euros en 2014. Les allègements de charges qui ont été votés dans le PLFSS rectificatif ne sont pas plus compensés pour 2016 qu'ils ne l'ont été en 2015. Le Haut Conseil des finances publiques le dit bien, les mesures nouvelles du projet de loi de finances seront votées sans que les économies prévues pour les financer n'aient été portées à leur connaissance dans leur intégralité, ni dûment documentées. Autrement dit, vous renvoyez le financement de ces allègements de charges à la dette dans le projet de loi de finances générale de l'État. Nous vous l'avons dit à maintes reprises, en renvoyant à la caisse d'amortissement de la dette sociale une partie de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, vous laissez à ceux qui vous succéderont un cadeau de 30 milliards qui ne seront pas financés. Alors oui, Madame la Ministre, les assurés sociaux continuent d'être bien pris en charge. Oui, le montant financier qui reste à la charge des assurés sociaux reste le plus faible au monde. Oui, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé cette année à 1,75% est respecté, ce qui démontre surtout que les professionnels de santé, et en particulier les médecins de ville, sont bien au rendez-vous et prennent leurs responsabilités. Mais nous voulons vous rappeler avec force les menaces qui continuent de peser sur notre système social. Nous ne pourrons pas indéfiniment reporter son financement sur les générations à venir. Au contraire, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été au gouvernement jusqu'à présent. Au contraire, il est de notre devoir ici de travailler pour que ces générations puissent bénéficier de la même qualité de protection sociale que celle dont nous avons nous-mêmes bénéficié, celle que nos prédécesseurs, les fondateurs de la sécurité sociale, nous ont léguée il y a 70 ans. Cette année encore, la moitié des économies portent environ sur près de 1,7 milliard d'euros sur le médicament.
Toujours dans cette vision à court terme qui est la vôtre, vous paralysez les performances de ce fleuron qu'est l'industrie pharmaceutique française. Il s'agit pourtant d'un secteur stratégique pour l'économie nationale et pour l'emploi. Nous le verrons demain dans le cadre du projet de loi santé, vous en détruirez bien d'autres. C'est là votre principale responsabilité. Vous nous annoncez aussi une branche vieillesse excédentaire en 2016, mais vous oubliez de parler du Fonds de solidarité vieillesse dont le déficit est estimé à 3,8 milliards d'euros en 2015 et 3,7 milliards d'euros en 2017. J'ajoute d'ailleurs, et c'est la Commission des comptes qui le souligne une nouvelle fois, cette amélioration du déficit de la branche vieillesse est liée à de moindres départs en retraite en raison du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, réforme décidée par la précédente majorité en 2011. Une fois la vague de report passée, qu'en sera-t-il de l'équilibre? La question reste posée. Pour ce qui concerne la branche famille, le Sénat a introduit un article 33 bis qui vise à prévoir le versement de la prime de naissance au moment de la naissance de l'enfant. Tout le monde le sait, c'est au moment de la naissance que les familles doivent s'équiper, c'est en général même avant. L'article L. 531-2 du Code de la sécurité sociale prévoit bien que le versement de cette prime s'effectue avant l'accouchement. C'est vous qui, pour des économies de bout de chandelle, avez pris un décret d'application de cet article disant que le versement peut intervenir jusqu'à la fin du 2e mois suivant la naissance. L'article introduit par le Sénat consiste à faire respecter l'esprit initial de la loi, supprimant le renvoi au décret afin que soit bien prévu le versement de la prime avant la naissance. Nous souhaitons que cet article soit maintenu. Votre politique familiale depuis 2012, Madame la Ministre, a coûté, nous le maintenons, près de 5 milliards d'euros aux familles. C'est un des points de très grande divergence entre nous. Je m'en suis exprimé longuement en première lecture. Vous considérez qu'il est de votre devoir de distribuer autrement les aides. Soit, mais nous persistons à dire que vous mettez à bas une politique familiale qui avait porté ses fruits, une politique qui était notre fierté et qui nous était enviée par de nombreux autres pays. Les résultats sont là, ils méritent d'être confirmés, mais nous voyons bien aujourd'hui que la natalité diminue. Nous approuvons la proposition d'exonération d'une partie des cotisations sociales destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base des médecins et infirmiers retraités exerçant dans les zones où l'offre de soins est déficitaire. Cette proposition des sénateurs nous paraît être de nature à favoriser l'exercice de cette profession dans ce qu'il est convenu maintenant d'appeler les déserts médicaux. Ce n'est que par la multiplication de ce type de propositions que nous parviendrons à faire face à la situation que connaît notre pays. De même, nous soutenons l'article 10 bis introduit par le Sénat visant à porter de 5 à 6 ans les allègements de cotisations sociales en faveur des jeunes agriculteurs. C'est important après la crise agricole du mois de juillet dernier. Vous le savez comme moi, l'année prochaine s'annonce catastrophique pour l'agriculture française et de très nombreuses exploitations ne pourront pas faire face à la conjoncture. Enfin, Madame la Ministre, et nous en avons parlé depuis le début de ce débat, le Sénat a supprimé l'article 19. Il s'agit d'un article que j'avais combattu en première lecture. La suppression de cet article est une bonne chose, car votre proposition d'affiliation des marins français résidant en France et naviguant à bord de compagnies étrangères au régime général, comme cela nous était proposé en première lecture, me paraissait être grave de conséquences sur l'emploi même de ces marins. Le Sénat, dans sa grande sagesse, l'a compris. Et d'après ce que j'ai cru percevoir en commission, votre rapporteur aussi. Mais il reste que la situation de ces marins, sur lesquels j'avais appelé votre attention lors d'une question le 12 février 2015, doit être résolue. À ce sujet, j'ai déposé un amendement modifiant le Code des transports et donnant la possibilité, je dis bien donnant la possibilité, la nuance est là, aux marins de s'affilier à l'établissement national des invalides de la marine, qui est la caisse d'assurance de tous les marins français. Cet amendement a malheureusement été déclaré irrecevable, ce que je m'explique d'ailleurs difficilement parce que je pense qu'il ne créera pas de charge supplémentaire pour les NIM, mais au contraire augmentera son nombre de cotisants. Devant cette situation et surtout devant la nécessité de trouver une solution à ces marins,
je solliciterai tout à l'heure par voie d'amendement la réalisation d'un rapport sur les conséquences de leur affiliation à l'ENIM. J'ai bien perçu que de votre côté, vous avez déposé un nouvel amendement. Je veux rester très prudent sur cet amendement qui a été déposé avant la commission, article 88, car je pense qu'il fait quand même peser un risque sur l'emploi de ces marins. Je préférais de mon côté une possibilité d'affiliation donnée aux marins à l'ENIM, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Je souhaite, Madame la Ministre, notre société évolue. La population vieillit de plus en plus et nécessite des soins plus sophistiqués. Notre système de protection sociale doit s'adapter à cette évolution et trouver des moyens financiers pour y faire face et surtout pour que chaque citoyen puisse continuer, quel que soit l'endroit où il se trouve sur notre territoire, quelle que soit sa condition sociale, continuer de bénéficier des soins dont il peut avoir besoin. C'est notre défi pour les générations à venir. Je regrette que le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous nous proposez ce soir en deuxième lecture ne fasse que reporter les charges financières sur vos successeurs. Je regrette que vous persistiez à ne pas relever dès aujourd'hui le défi qui nous est soumis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lurton. Pour le groupe Union des démocrates.